Salut les dieux à cuire, j'espère que vous allez hyper bien. Écoutez, aujourd'hui on continue notre tour du monde et on part à l'Est, très à l'Est, puisqu'on part en Biélorussie, un pays entre la Pologne, l'Ukraine et la Russie, et qui peut se targuer d'être la dernière dictature d'Europe. En effet, son président slash dictateur Alexandre Loukachenko, il règne d'une main de fer depuis 1994 et il ne fait pas bon d'être son opposant. Mais bon, on n'est pas là aujourd'hui pour parler de la Biélorussie moderne, on va parler de son histoire et de trois femmes, de trois Biélorusses qui viennent d'être connues. Donc écoutez, c'est parti! Alors une fois n'est pas coutume, pour cette première histoire, on ne va pas parler d'une guerrière, ni d'une reine, ni d'une dissidente, on va parler d'une businesswoman, on va parler d'Ida Rosenthal. Donc Ida naît en 1886 dans une famille juive, dans une famille misérable. Le mot misérable, il n'est même pas assez fort pour décrire la pauvreté dans laquelle vit Ida. Ils sont 7 frères et sœurs, et Ida doit se sacrifier, hein, et on l'invite fortement à aller se trouver un travail. Donc du coup, Ida est envoyée comme apprentie couturière en Pologne. Sauf que Ida, elle a de l'ambition, elle se voit pas passer sa vie dans un petit atelier de couture au fin fond de la Pologne, et à 18 ans, avec son fiancé, elle embarque pour les États-Unis. Ida ne parle pas un mot d'anglais, mais c'est pas grave, elle a mieux que la maîtrise de la langue anglaise, elle a le talent. Donc elle lance un petit business. Au début, elle a un petit peu de mal quand même à en vivre. Sauf que la petite histoire va rencontrer la grande, puisque va éclater la Première Guerre mondiale. Et le ministère de la Guerre américain va regarder quand même avec pas mal d'intérêt le métal qui est utilisé donc, pour fabriquer les corsets féminins. Et donc une campagne de com, de pub va être lancée pour dissuader les femmes d'acheter des corsets en disant qu'il faut participer à l'effort de guerre et que l'armée a besoin du métal utilisé pour fabriquer des dessous. Donc une femme, Caresse Grosby, va fabriquer un modèle assez simple, on va dire, de soutien-gorge sans métal. Sauf que malheureusement, le modèle conçu par Miss Grosby ne convient qu'aux femmes très maigres. Les femmes qui ont de la poitrine ne peuvent pas mettre ce modèle. Et donc elles vont aller voir Ida, qui entre-temps s'était fait une petite réputation, et vont lui demander si elle pouvait pas adapter ce type de soutien-gorge à la morphologie de toutes les femmes. Donc Ida va travailler et finalement elle va concevoir une forme de soutien-gorge moderne en fait. D'ailleurs le système des bonnets, c'est Ida qui l'a inventé et ça va bien marcher, hein, ça va vraiment faire fureur. Donc elle va créer sa propre marque, Maidenform. D'ailleurs ceux d'entre vous qui ont regardé la série Mad Men connaissent peut-être déjà ce nom, puisque dans un des épisodes de Mad Men, le client de l'agence de publicité, c'est Maidenform. Et en 1925, elle va même créer sa propre usine. Donc c'était une des rares femmes à l'époque, dans les années 50, qui dirigeait seule une si grosse structure. Et puis surtout, c'était une femme moderne. Elle avait la bosse du commerce. Et par exemple, c'est elle qui va faire le buzz pour la première fois en faisant poser des mannequins en lingerie, alors que avant, aucune marque n'avait osé faire ça. Donc voilà, j'ai trouvé... l'invité. Elle, vous la connaissez pas, c'est Calypso. Je crois que c'était le seul chat que vous n'avez pas vu. Donc du coup, j'ai trouvé l'histoire d'Ida très inspirante parce qu'en fait, c'est vraiment une Cendrillon moderne, mais une Cendrillon qui n'a pas besoin de prince en fait. Elle s'est vraiment faite toute seule grâce à son ambition et grâce à son travail et je trouve que c'est un super exemple à suivre. Alors pour cette deuxième histoire, on retourne dans notre zone de confort et on parle d'une dissidente politique slash résistante de choc. On parle de Yelena Madzanik, ou Madzanich, je sais pas trop. Alors, le début de vie de Yelena est parfaitement normal. Donc, fille de paysan, elle déménage assez jeune à Minsk, donc la capitale actuelle de la Biélorussie, pour devenir serveuse. Mais son destin bascule en 1943 quand elle est embauchée comme femme de chambre dans la maison de Wilhelm Kubbe.
Et Wilhelm Kubeux, ce n'est pas n'importe qui, c'était un sacré... Je ne vais pas dire le mot devant la caméra, mais ça commence par C-O-N et ça finit par A-R-D. En fait, c'était un officier nazi. Et en juin 1943, Kubeux va prendre une décision horrible. Il va demander à ce que tous les juifs, donc près de 2000 personnes, soient tous exterminés. Donc, pour les résistants, Kubeux devint vraiment l'homme à abattre. Et ils vont approcher Yelena, puisque Yelena elle est femme de chambre, elle a accès à la famille, et ils vont lui demander d'empoisonner Kubeux. Mais Yelena va refuser, puisqu'en fait Kubeux il avait des enfants innocents, et Yelena voulait pas prendre le risque de tuer les enfants en empoisonnant la famille. Mais par contre, elle va accepter de poser une bombe dans la chambre de Kubeux, sous son lit, pour qu'elle explose quand celui-ci ira se coucher. Et elle va passer à l'action, donc le soir du 23 septembre 1943, elle va parvenir à tromper les gardes et à pénétrer dans la maison avec la bombe sur elle. Elle va la placer sous le lit et celle-ci va exploser et va parvenir à tuer Kubeux. Malheureusement, c'est une victoire qui a quand même un goût amer. Donc Yelena va parvenir à s'échapper. Donc elle va être extradée en Union soviétique où elle va recevoir plusieurs récompenses. Sauf que de un, les Juifs vont quand même être exterminés en octobre. Donc la mort de Kubeux n'aura pas réussi à les sauver. Et surtout en représailles, les Allemands vont massacrer 1000 habitants de Minsk. Donc pour punir les résistants. Donc voilà, ouais, c'est vraiment une victoire qui a un goût amer et reste à travers de la gorge. Quant à Yelena, elle va reprendre ses études et après la guerre, elle va retourner à Minsk et devenir la directrice de la bibliothèque de la ville. Alors pour cette troisième histoire, on va parler d'une femme médecin du XVIIIe siècle, on va parler de Salomea Roussetskaya. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes s'agissant de la vie de Salomea, puisqu'en fait la plupart des informations qu'on a d'elle datent d'une autobiographie de 1760. Donc déjà, des femmes qui au XVIIIe siècle en Europe de l'Est font leur autobiographie, il n'y en a pas énormément, donc ça montre bien le personnage. À 16 ans, elle épouse un médecin oculiste, donc c'est en gros l'ancêtre de l'ophtalmologiste actuel. Et celui-ci va lui apprendre la médecine et le couple va déménager à Constantinople. Donc tous les deux vont pratiquer la médecine des yeux. Sauf que assez rapidement, le mari de Salomea meurt, la laissant toute seule. Mais Salomea n'était pas sans ressources, elle avait bien appris auprès de son mari la médecine, et donc va exercer elle-même à travers l'Europe en tant que médecin. Donc forcément, une femme qui a arpenté l'Europe toute seule en pratiquant la médecine, ça passe pas inaperçu, donc elle va aller dans plusieurs cours. C'était aussi une grande romantique, qui n'est pas froid aux yeux, donc elle va être à l'origine de beaucoup de scandales et de frasques sentimentales, enfin bref, vraiment une vie passionnante. Et sa qualité de femme va lui ouvrir beaucoup de portes. Par exemple, elle va beaucoup travailler au sein de harem, donc là où les hommes n'étaient pas censés pénétrer, donc du coup une femme médecin, c'était vraiment une occasion à pas perdre. Donc elle va même aller à Constantinople, où elle va exercer pendant 6 ans au sein du harem du sultan Mustapha II. Et malheureusement, on va perdre sa trace en 1763, alors qu'elle exerçait au sein d'un harem en Crimée. Donc je suis désolée, là cette dernière histoire, elle dure pas très longtemps, mais ça n'a pas été facile de trouver beaucoup de sources sur Salomea. Il y avait beaucoup d'articles, mais ils étaient écrits en russe. J'en ai trouvé très peu en anglais et en français, mais pour le peu qu'on sait d'elle, moi je trouve sa vie juste passionnante. Quant à la Biélorussie d'aujourd'hui, ce que j'ai vu pendant mes recherches, c'est qu'en fait, les femmes biélorusses sont quand même émancipées. Mais ça, je pense que c'est comme l'héritage soviétique. L'URSS était un régime horrible. Moi, j'ai pas du tout d'affection, j'ai pas du tout de fascination pour ce régime. Mais il faut reconnaître quand même que pour le droit des femmes, les satellites soviétiques et l'URSS étaient quand même bien en avance. Et donc aujourd'hui, ces droits sont bien ancrés dans la population. Et fun fact, j'ai lu qu'aujourd'hui, les 3 opposantes principales de Loukachenko, ce sont des femmes. Alors les 3 résistantes en question, désolée, j'ai pas réussi à retenir leur nom. Donc c'est Svetlana Tsikhanovskaya, elle je crois que c'est l'opposante principale. Il y a aussi Veronika Tsepkalo et Maria
Kolesnikova. Je vais mettre tout simplement des articles en lien de description sur justement l'émergence de ces trois résistantes à Loukachenko. Ce sera bien mieux expliqué que si c'est moi qui le raconte. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous allez voir les articles parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et moi je vous dis à bientôt. Oui, comme d'habitude, si vous avez aimé, un like, abonnez-vous. Quand on sera 1000, il y aura une semaine de vidéos. Et moi je vous dis à bientôt. Salut! Ty